Salut Fatima. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Fatima, tu es essayiste et tu viens de produire un deuxième ouvrage, puisqu'on t'avait invité pour le premier, La puissance des mers, aux éditions La Découverte. Maintenant, tu as publié un nouvel ouvrage, toujours aux éditions La Découverte, ça s'appelle Pour une écologie pirate, sous-titré Et nous serons libres. En fait, cet essai, c'est un peu un projet, le début d'un projet, donc de construction d'une écologie pirate. Alors, ma première question, elle est toute simple. Ça veut dire quoi pirate? Parce que écologie, on voit à peu près. Pirate, on est moins habitué à ce terme-là utilisé dans le cadre politique. Pourtant, il existe déjà. Mais il existe, t'as raison, il y a un parti pirate. Oui, il y a un parti pirate. Et puis, les anarchistes, les libertaires mobilisent déjà tout cet univers autour de la piraterie. Alors, pourquoi pirate? Parce que j'ai voulu, en fait, effectivement, proposer un projet écologiste qui soit à la hauteur des enjeux actuels, c'est-à-dire l'urgence climatique, l'urgence aussi que constitue la montée de l'extrême droite partout en Europe. Et je trouve que l'idée de piraterie, de sécession, notamment par rapport à des frontières, un État-nation, quelque chose de très fermé, de très cloisonné. Moi je trouve que ça dit bien en fait cette urgence-là, ça dit bien le besoin de rupture aussi, ça dit le besoin, je trouve qui est assez transversal aujourd'hui dans le champ politique, le besoin de radicalité. De dire que voilà, on peut plus se permettre en fait d'être comme ça dans la demi-mesure, mais qu'il faut voilà passer la deuxième. Alors moi, qui me situe plutôt dans la gauche radicale, je passe la deuxième en mettant au centre du débat la question internationaliste, la question de l'égale dignité humaine, la question de la justice, la question de la liberté de circuler. Mais comme en réalité, de l'autre côté, à l'extrême droite, on passe la deuxième également en parlant de grands emplacements, de remigration, etc., etc. Et donc voilà, la piraterie pour moi c'est ça, c'est vraiment rupture et radicalité. Alors tu l'as un peu dit là, et moi je trouve que ça se voit beaucoup dans ton texte. Une des notions centrales que tu utilises, c'est la notion d'espace. C'est vraiment ça. Là, t'en parles en parlant d'internationalisme et de liberté de circulation. Tu parles aussi de l'assignation qui est faite aux habitants et aux habitants des quartiers populaires. Tu dis que, en gros, les habitants et les habitants des quartiers populaires n'ont aucun pouvoir politique. Et enfin, c'est la phrase. Là, je te cite in extenso. Et tu dis que du coup, ils n'ont pas de pouvoir d'agir, notamment sur la question écologique. Qu'est-ce qui te permet de dire que les habitants et les habitants des quartiers populaires n'ont pas de pouvoir politique? Il n'y a pas d'organisation politique autonome dans les quartiers populaires. Après plus de 70 ans de présence de cette population-là, la population non blanche, pour l'essentiel originaire d'Afrique, donc originaire de cette immigration post-coloniale, il n'y a pas d'organisation politique autonome dans les quartiers populaires. Et on ne parle pas de quelques personnes, on parle de millions de personnes en France. C'est-à-dire que depuis des décennies, déjà au moins depuis les années 80, on a considéré les quartiers populaires uniquement comme des réservoirs d'énergie et précisément des réservoirs de voix, encore aux élections passées, celles de l'année dernière. C'est-à-dire on ne les a vus dans le meilleur des cas, c'est-à-dire de la part de la gauche, que comme des populations à protéger en période de campagne électorale, évidemment, hein, parce qu'en dehors, il s'agit, voilà, on les oublie, on met tout ça sous le tapis, mais en période de campagne électorale, on ne les considère que comme des personnes donc à protéger face à cette menace d'extrême droite. Voilà, moi j'ai grandi avec cette menace d'extrême droite, c'est au moins depuis Mitterrand, depuis les années 80, épouvantail qu'on agite, jusqu'à là, ces dernières années, où ce n'est plus un épouvantail, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette urgence aussi que constitue la montée de l'extrême droite en Europe, jusqu'à ce que, voilà, aujourd'hui ce n'est plus un épouvantail, et c'est pour ça que je suis dans le livre Force de proposition. C'est pour dire qu'on ne peut plus se contenter, enfin, dès lors qu'on l'a déjà fait, d'attendre de la gauche de nous protéger face à l'extrême droite. Il faut travailler à une organisation politique des quartiers populaires. On n'a même pas aujourd'hui le pouvoir de décider de la couleur des bâtiments lorsqu'il y a rénovation urbaine. C'est dire le peu de pouvoir politique que l'on a. Donc oui, ça c'est un constat, je trouve, assez objectif qu'on peut faire. Les quartiers populaires n'ont pas de pouvoir politique. D'ailleurs, pour moi, c'est l'une des caractéristiques majeures de cette population-là. Elle n'a pas de pouvoir, elle est sans pouvoir. L'autre caractéristique étant qu'elle est également sans terre. C'est-à-dire qu'elle est soumise à des ancrages, à une mise en errance. On lui répète
À nouveau, je prends l'exemple de cette campagne électorale 2022. On lui répète qu'elle n'est pas ici chez elle. Dans le meilleur des cas, on va avoir à gauche tout un propos qui consiste à dire cette population, laissez-la tranquille, elle est légitime à rester ici puisqu'elle est utile. Elle est utile au capital. Elle est utile dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de la restauration, dans le secteur du déchet. Et donc on va sous-humaniser cette population en la réduisant à sa force de travail, finalement. Et c'est ça qui n'est pas à la hauteur. Et c'est pour ça qu'il faut, nous, dans les quartiers populaires, aussi passer la deuxième. Et se réapproprier, en fait, ces territoires qui sont les vôtres, qui sont ceux Absolument. des quartiers populaires. Alors, les territoires, moi, je dis même la terre des quartiers populaires. Et ça, c'est important dans notre émancipation politique. C'est de dire, tout est fait pour qu'on ne considère pas cette terre-là comme une terre. Donc, je parle, moi, de sous-terre pour ce qui concerne les quartiers populaires. Ne serait-ce que parce que c'est une terre qui est bétonnée, c'est la plus bétonnée. Les sols, ils sont artificialisés, etc. Pollués. Voilà, charge à nous également, dans les quartiers populaires, de dire cette terre-là est une terre, c'est notre terre. Charge à nous de le dire à nos enfants. Cette terre-là est la vôtre. Ça permettra de libérer et nos enfants et la terre, et je montre dans le livre à quel point les deux destins sont liés. Et oui, alors, au-delà de la terre, moi, ce que je dis dans le livre, c'est qu'il ne faut pas accepter d'être dessaisi de l'écologie. Et dans le livre, l'écologie, c'est pas rien. C'est du pouvoir politique, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en est aussi éloigné, en tout cas tenu éloigné. C'est parce que l'écologie, c'est du pouvoir qu'on reprend au système colonial capitaliste. C'est du temps, de l'espace, de la joie qu'on prend au système colonial capitaliste. Et donc, il ne faut pas accepter cette idée que l'écologie, ce serait pour les classes moyennes supérieures blanches, pour les bobos, etc. Au contraire, il faut dire, voilà, l'écologie, on veut s'en saisir, on veut en faire une écologie de libération, certes, du point de vue de nos enjeux, nos priorités, mais il faut pas jeter l'écologie à la poubelle sous prétexte justement qu'elle peut être instrumentalisée pour nous déposséder de notre pouvoir politique. Alors justement, cette question écologique, c'est aussi un de tes points de départ. Tu dis que elle est un peu bloquée en ce moment, et tu dis sur les mobilisations climat, il y a plein de campagnes de sensibilisation, plein d'appels à rejoindre le mouvement, mais qu'en gros ça marche pas trop, ça marche plus trop. Enfin, genre, c'est comme si on avait atteint un plafond de mobilisation et que on n'arrivait pas à aller plus loin. Qu'est-ce qui te fait dire que ça marche plus, et qu'est-ce qui cloche? Et est-ce que finalement, la proposition que tu fais de réappropriation des terres par les habitants et les habitantes des quartiers populaires, est-ce que ce ne serait pas aussi une façon de régénérer en gros la proposition d'écologie politique? Ce n'est quasiment que ça. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, le projet politique que je soumets à débat dans le livre s'adresse aux quartiers populaires pour dire vraiment il faut qu'on s'organise de manière autonome, il faut qu'on s'auto-organise. Mais il s'adresse effectivement aussi aux champs écologistes, au camp climat notamment, pour dire voilà, il faut élargir le front. Il y a une urgence. Moi, je la sous-estime pas du tout, l'urgence climatique. Il y a également cette urgence que constitue donc à nouveau, je le redis parce que c'est important, la montée en puissance de l'extrême droite. Comment on peut faire front commun, comment on peut être le plus nombreux et nombreuses possible. Donc effectivement, il y a ce propos-là dans le livre qui s'accompagne d'un propos, d'une critique qui est assez radicale, c'est vrai, dans toute la première partie du livre, qui s'adresse donc à mon camp, le mouvement climat, c'est mon camp aussi, pour dire mais ça ne va pas du tout. Il n'y a pas de projet antiraciste, anticolonial et internationaliste, alors même qu'on parle de climat et qu'on est censé donc abolir les frontières. Je veux dire, ne serait-ce que dans la réflexion et dans la proposition du projet. Or, là, ce qui se passe aujourd'hui et depuis le début, en fait, en réalité, c'est qu'on reste... Alors, autant on va commencer en parlant de l'humanité, de la planète, de la biodiversité. Donc, on va parler large, quoi. L'horizon va être très, très large. Et au moment de dire... Alors, comment on agit, comment on s'organise? Ah là, c'est les frontières, quoi. Là, c'est franchouillard, c'est franco-français, c'est au maximum les frontières européennes et les frontières du Nord. Je veux dire, et ça peut pas fonctionner. Enfin, je veux dire, ça peut pas tenir. C'est ça qui ne fonctionne pas. Moi, je pense que c'est ça qui n'est pas réglé. On met ça sous le tapis, c'est-à-dire qu'on évite de poser la question et d'en débattre.
C'est comment on élargit à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la planète, et comment on a une écologie à la hauteur. Mais c'est dans les questions qui sont posées, dans ce qui fait qu'au bout d'un moment on pourrait s'engager. Tu parles notamment des immigrés algériens ou des descendants de l'immigration algérienne qui sont plus inquiets de ce qui se passe par rapport au réchauffement climatique en Algérie qu'en France. Et tu dis bah c'est normal. Enfin c'est leur terre qui brûle ou c'est leur terre qui s'assèche. Ou est-ce que c'est aussi dans la proposition de solutions qu'il faut voir cet internationalisme? Alors si j'ai parlé de ces personnes effectivement assez âgées d'origine africaine qui s'inquiètent davantage de ce qui se passe en Afrique qu'en Europe, y compris dans leur propre quartier, alors c'est surtout pour répondre à ceux qui voient les quartiers populaires comme des espaces à sensibiliser et les populations qui vivent comme des personnes à sensibiliser, en disant mais ces personnes-là n'ont pas bien compris. C'est-à-dire, nous, notre projet, alors le projet de lutte contre le dérèglement climatique, il est très très bien. Voilà, il est parfait en fait, il est magnifique. C'est dommage, la classe ouvrière ne le comprend pas. Et pédagogie, donc, voilà. C'est comme le gouvernement avec la retraite. Exactement. Et donc on va voilà, faire un geste. Alors le geste il est descendant, donc on va descendre comme ça vers la classe ouvrière et on va chercher à la sensibiliser, à lui faire comprendre en fait à quel point voilà, c'est urgent, il faut s'activer, sinon on va tous mourir dans 3 ans. Voilà, moi c'est une manière de renvoyer ça d'un revers de main en fait, cet argument-là, lorsque je dis non, dans les quartiers populaires, on sait ce qu'est la question climatique en réalité. La preuve, c'est que les mêmes personnes qui, ici, ne participent pas à cette cause environnementale, c'est vrai, ne participent pas au débat public autour de la cause environnementale, les mêmes personnes investissent, mais financièrement, je veux dire, envoient de l'argent, passent du temps aussi, de l'énergie dans leur pays d'origine, sur cette terre qui est là-bas davantage encore dévastée, pour essayer de la sauver. Donc c'est bien que ça ne tient pas, cette histoire de sensibilisation. Donc c'est surtout pour dire, voilà, arrêtez avec cet argument-là, parlons sérieusement, et donc parlons effectivement de libération de la terre, parlons de pouvoir politique. Je veux dire, c'est pas la peine de venir voir des gens qui vivent dans les quartiers populaires, qui sont sous-humanisés, je veux dire, qui subissent une politique, donc le racisme structurel, qui les sous-humanise. C'est pas la peine d'aller les voir en leur disant avec cette injonction paradoxale, en leur disant d'un côté, non, la question raciale, c'est pas l'écologie. Donc vous êtes bien gentils, mais c'est une question sociétale, ça n'a rien à voir. Là, on est en train de parler de la biodiversité, c'est une vraie question. Et dans le même temps, leur dire, mais venez, il faut vraiment que vous mobilisiez, il faut qu'on élargisse le fond. Enfin, il y a quelque chose là qui est paradoxal. Je veux dire, des personnes qui sont écologistes, qui se disent écologistes et qui sont sérieuses, qui sont sincères, doivent se soucier de la question raciale et donc de la lutte antiraciste quand elles viennent dans les quartiers populaires. Je veux dire, sinon, c'est même pas logique. Je veux dire, pour les personnes sincères, ce n'est pas logique. Donc, ce que je dis effectivement aux écologistes, aux organisations écologistes notamment, c'est vous n'y échapperez pas. Je veux dire, vous n'échapperez pas à la question raciale, vous n'échapperez pas à la question coloniale. Je veux dire, mener un projet écologiste, un projet anticapitaliste, dès lors qu'on est à peu près tous d'accord aujourd'hui pour dire que c'est le système capitaliste, bon, moi je dis colonial capitaliste, qui est la cause majeure du dérèglement climatique. Je veux dire, on ne peut pas mener ce projet-là, anticapitaliste, écologiste, si on n'intègre pas sérieusement, donc encore une fois, pas avec des enjeux sociétaux, de diversité, mais sérieusement, si on n'intègre pas la question, la lutte, pas la question, la lutte antiraciste et la lutte anticoloniale. Et donc, il faut poser la question, effectivement, antiraciste dans le rapport des quartiers pavillonnaires aux quartiers populaires, dans une perspective donc territoriale, et poser la question du rapport de l'Afrique à l'Europe et inversement. Et donc, stratégiquement, moi, j'insiste sur la question de la liberté de circulation sans condition. C'est stratégique, c'est-à-dire que ce n'est pas le seul enjeu. Il y a d'autres enjeux qu'on pourrait défendre. Je parle d'autres choses dans le livre, hein, mais stratégiquement, moi je pose cette question-là et je la pose à la gauche, au champ écologiste, au mouvement climat, pour dire, voilà, est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre ? Voilà, c'est simple. Oh. Ça permet de sortir de sous le tapis la question raciale et la question coloniale pour dire, pour clarifier déjà, de quel camp vous êtes, la circulation entravée pour les personnes d'Afrique
qui circulent vers l'Europe, qui circulent, je veux dire, les personnes africaines circulent vers l'Europe, on les appelle notamment les saisonniers, donc c'est les personnes qui circulent. Le problème, c'est que leur circulation, elle est conditionnée par le capital. Il s'agit là donc d'une sous-humanisation, et il s'agit là, dès lors que les Européens circulent librement en Europe, il s'agit là non pas d'une liberté de circuler, mais bien d'une circulation qui est, pour les Européens, un privilège colonial et racial, pour les Africains, une manière d'exploiter leur travail. Voilà. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? Voilà. C'est quelque chose, tu vois, qui est très très simple en fait. Mais pour le coup, j'ai l'impression que toute la gauche, on va dire la gauche de gauche et la gauche écologiste est plutôt pour cette liberté de circulation. Attends, juste tu vas me dire pourquoi. Moi, j'ai plutôt l'impression que le problème, c'est quand, et je me souviens de débats qu'il y avait eu notamment au sein de la France Insoumise sur la liberté d'installation. Alors là, tout d'un coup, ils s'accrochent à leur chaise, et quand on dit liberté d'installation, ils ont l'impression que ça va générer tous les maux de la terre. Mais pourquoi tu dis qui est contre la liberté de circulation? Alors déjà, liberté de circulation sans liberté d'installation, ça ne veut rien dire. Je veux dire, on ne va pas passer notre temps comme ça à circuler en transition, je veux dire, entre deux virgules, entre deux portes. Non, non, liberté de circuler. Quand je dis liberté de circulation sans condition, évidemment, alors je ne l'ai pas précisé, c'est bien liberté de circulation et d'installation sans condition. Alors tu me dis que la gauche et les écologistes sont favorables. Non, moi je peux depuis le livre est sorti il y a pas longtemps, mais je circule quand même moi-même beaucoup avec le livre un peu partout en France et ailleurs, parce que j'ai déjà eu l'occasion aussi d'aller en Belgique. Non, c'est la question qui fait mal aujourd'hui. C'est la question qui fait mal à gauche aujourd'hui. C'est la question internationaliste. Non, et surtout quand elle concerne l'Afrique. Je veux dire, poser la question internationaliste à la limite quand il s'agit de l'Amérique du Sud. Là, pourquoi pas terre et liberté, et même, pourquoi pas intégrer un propos décolonial. Mais dès qu'il s'agit de la liberté de circulation et d'installation, donc sans condition, entre l'Europe et l'Afrique, non, là, je t'assure que ça fait très très mal. Pour l'instant, la gauche, les écologistes s'en sortent, encore une fois, en ne posant pas la question. C'est-à-dire que l'extrême droite attaque, parce qu'elle, pour le coup, elle assume cette question-là, de la circulation, sur comment on circule, en disant, il y a urgence climatique, elle le dit de plus en plus. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas, considérer que l'extrême droite étant climato-sceptique, bon, finalement, elle ne va pas s'inquiéter plus que d'habitude des migrations, de la démographie africaine. Le problème, là, c'est que de plus en plus, l'extrême droite dit il y a urgence climatique, et il y a même inégalité climatique entre l'Europe et l'Afrique. Et donc l'extrême droite, elle assume complètement, je le disais tout à l'heure, elle assume un propos radical, elle assume même une utopie, en disant on va renforcer encore davantage les frontières européennes, on va bloquer ces barbares qui vont déferler sur nos plages, donc les Noirs et les Arabes, les musulmans qui vont déferler sur nos plages, au nom de la lutte contre le grand remplacement, parce que l'extrême droite, elle mène des luttes également. Alors c'est des luttes, comment dire, ce sont des ennemis politiques, mais il faut y voir aussi une radicalité, une utopie. Donc l'extrême droite, elle fait son travail d'extrême droite, et elle assume cette question donc d'émigration, de la démographie, des frontières. Face à ça, t'as quoi? T'as une gauche qui se contente de dire, dans le meilleur des cas, régularisons les sans-papiers. Et quand tu regardes bien, quand tu regardes l'argument qui est mobilisé, c'est un argument qui prolonge le logiciel raciste, le logiciel comptable, où en fait cette population non blanche, elle est réduite à sa force de travail. Dans le meilleur des cas, cet argument, c'est ces personnes sont utiles, et on fait toute une liste de secteurs d'activité, comme le ferait d'ailleurs Gérald Darmanin, qui parle de secteur en tension. Là, c'est le projet de loi qui est en train de préparer. Cette immigration, voilà, ok pour l'immigration, mais il faut qu'elle réponde à des besoins pour des secteurs en pénurie. Je veux dire, ça, c'est pas digne de la question de la liberté de circulation et d'installation sans condition, pas du tout. Encore une fois, au contraire, moi je dis que ça, c'est un argument qui est raciste et qui est colonial. Dans quelle mesure aujourd'hui on peut être, encore une fois, sérieux et se dire, voilà, on va poser cette question-là comme un droit fondamental. La question du droit, elle est importante, elle n'est pas suffisante, mais le droit, c'est pas rien quand même à gauche. Ça permet de s'appuyer sur quelque chose pour mener des combats, des revendications, etc. Et donc voilà, dans quelle mesure on se bat, sont nos mots d'ordre. On a la gauche qui est présente, pas beaucoup, mais quand même, dans les assemblées, donc l'Assemblée nationale, les assemblées européennes, dans les ONG.
dans les organisations internationales, dans quelle mesure on est capable de dire, voilà, ça c'est un combat qui est central, qui est prioritaire parce qu'on lutte contre le réchauffement climatique. Dans quelle mesure on est capable de défendre cette liberté de circulation sans condition en tant qu'écologiste, notamment comme modalité de mise à l'abri en cas de ravage climatique. Alors ça, je ne le pose pas comme une condition, hein. Moi, je dis bien liberté de circuler sans condition. Je dis simplement que même les écologistes peuvent se saisir de cette question de la liberté de circuler, puisqu'on sait aujourd'hui que les ravages écologiques vont être beaucoup plus importants en Afrique qu'en Europe, au sud de la Méditerranée qu'au nord. Dans quelle mesure on est capable de proposer quelque chose qui soit à la hauteur? Alors, c'est un peu lié à la question, complètement lié à la question coloniale et à la question du racisme. Tu consacres un chapitre à la question de l'islamophobie. Et c'est vrai que c'est pas naturel immédiatement en fait que de relier l'écologie et la question de l'islamophobie et le problème de l'islamophobie, notamment en France. Toi, c'est par la question du désancrage. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien que tu fais entre islamophobie et écologie? Alors déjà dire que effectivement le lien n'est pas si évident entre écologie et lutte contre l'islamophobie, mais ça c'est en France, hein. C'est en France. Je veux dire, partout ailleurs dans le monde, quand on parle du vivant, du rapport aux animaux non humains, du rapport au monde, du rapport à l'univers, évidemment qu'on parle de spiritualité et qu'on s'appuie également sur les spiritualités justement pour penser le monde et penser la lutte contre la destruction du vivant. Voilà. En France, c'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas le cas dès lors qu'il s'agit de cette population minoritaire qu'est la population musulmane. On a même alors, je donne encore comme référence ce qui s'est passé l'année dernière parce que c'est encore frais dans nos esprits. La campagne électorale de 2022, on a même des écologistes qui se prétendent décroissants et qui ont défendu, je ne sais pas si tu te souviens de ça à l'époque, ont défendu une écologie laïque. Je te dis, mais je veux dire, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans l'écologie, dans le rapport au monde, dans voilà. Et en réalité, pour moi, hein, il fallait lire dans écologie laïque, écologie islamophobe en fait. C'est-à-dire l'écologie, mais rassurez-vous, ce sera sans les musulmans. Et c'est bien dommage. C'est ce que j'essaie de montrer dans le livre. C'est-à-dire, c'est bien dommage puisque on parle de millions de personnes qui auraient quelque chose à dire en s'appuyant sur leur spiritualité. Bah, je l'ai dit. Du sort réservé aux animaux non humains, c'est toute la question des élevages industriels, par exemple. On sait l'impact des élevages industriels sur le dérèglement climatique. On sait à quel point il faudrait en fait mener un combat pour fermer en fait ces élevages industriels, pour abolir en fait les élevages industriels. Voilà. Pourquoi on ne s'appuie pas sur cette angoisse, cette inquiétude, ce mal-être en fait, que connaissent donc ces millions de personnes, et mal-être et angoisse, oui, qui vient en fait de leur islamité, de leur spiritualité. C'est-à-dire que, voilà, comment sont traités les animaux non humains dans les élevages industriels? Qu'en pensent les musulmans et les musulmanes? Voilà, dans quelle mesure ça? On peut s'appuyer là-dessus, en tout cas, pour réfléchir à un projet écologiste. Voilà, on ne le fait pas ici en France parce qu'effectivement, il y a une islamophobie qui est structurelle. Je montre dans le livre, alors je m'appuie sur une anecdote à Sciences Po qui date un petit peu d'il y a quelques années, mais je pense qu'elle dit beaucoup de la période actuelle. C'est de considérer en fait que l'islam, c'est une somme d'interdits. Voilà, voilà. Et on n'a pas le droit de manger. En ce moment, voilà, c'est le Ramadan. Alors on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit. Donc vraiment réduire l'islamophobie à vraiment quelque chose de très primaire en fait. Et en réalité, c'est une manière de refuser une forme de spiritualité aux musulmans. C'est tout le mépris de classe également qu'on a vis-à-vis des musulmans. Voilà, moi je pose la question de savoir comment en fait on peut s'appuyer sur cette spiritualité-là pour envisager une autre manière de voir le monde, une autre manière d'habiter la terre, etc. Et oui, je trouve que c'est une critique que je fais à nouveau. Pourquoi les écologistes ne se saisissent pas de la question de l'islamophobie, mais c'est aussi une perspective positive en fait, de comment on peut s'appuyer dans les quartiers populaires sur nos spiritualités, notre islamité pour penser ce projet écologiste qui serait une écologie, oui, de libération.
J'ai une dernière question, Fatima. On a beaucoup parlé, t'as beaucoup parlé là de questions liées aux espaces, au territoire et à la terre. Toi, tu as participé de la création d'un lieu à Bagnolet, ça s'appelle Vert Dragon. Est-ce que finalement l'utopie, enfin c'est plus l'utopie puisqu'il y a un lieu Ouais. justement. Enfin, je veux dire, t'as rendu en fait. Est-ce que grâce à Vert Dragon, t'as rendu ou tu essayes de rendre concret avec ton collectif bien sûr tout ce que tu dis là. Et dans quelle mesure, parce que maintenant ça fait plusieurs mois, plusieurs années que ça a ouvert ce lieu et que ça vit, quel bilan en fait tu tires de ce qui s'y passe et est-ce que tu penses que c'est le début d'une réponse au projet écologiste pirate que tu proposes dans ton livre? Alors, absolument. Alors, il y a plusieurs choses dans Vert Dragon. Parce qu'effectivement, j'en ai parlé dans le livre. Alors, aussi pour dire à quel point c'était difficile de mener un projet écologiste dans les quartiers populaires. Quand, voilà, à nouveau, hein, quand on nous dit « mais pourquoi vous n'êtes pas écologiste, vous êtes bien bête, vous allez être les premières victimes du désastre climatique ». Voilà, moi, je montre qu'en fait, en réalité, c'est pas si simple et qu'en réalité, l'écologie, c'est du pouvoir politique. Donc, évidemment, que les populations qui vivent dans les quartiers populaires sont entravées dans leur accès à ce pouvoir politique-là. Et donc, quand on a voulu créer Vert Dragon avec Alternativa, donc c'est Front de Mer avec Alternativa, une maison d'écologie populaire, on a été attaqué de toutes parts, y compris par la gauche. Et ça, je le dis dans le livre, c'est important parce que c'est dire la difficulté, en fait, pour les populations qui vivent dans les quartiers populaires de s'auto-organiser. C'est qu'elle a sur le dos, mais ça je l'ai déjà dit dans le livre précédent, hein, mais je le redis pour dire que vraiment c'est quelque chose de structurel et qu'on ne peut pas faire l'impasse de cette analyse, qu'elle a sur le dos, y compris la gauche et toute la gauche. Et on a quand même eu à l'époque le secrétaire national du parti écologiste en France, du parti majoritaire, qui a refusé de soutenir la maison d'écologie populaire de peur d'être associé à des signatures islamistes. Enfin, tu te dis, mais une maison d'écologie populaire attaquée par l'extrême droite, parce qu'on a aussi été attaqué par l'extrême droite, hein, par CNews, par... bon, ça c'est classique, je veux dire, ça c'est plus audible, je veux dire. Attendu. Attendu, voilà. Mais tu vois, une maison d'écologie populaire au Chili, tenue par des femmes non blanches... minoritaires qui seraient attaqués par l'extrême droite, évidemment que tu as le parti écologiste français qui soutient, tu vois, qui soutient même la larme à l'œil, en chantant comme ça même des chants révolutionnaires espagnols. Là, tout à coup, évidemment, parce que c'est ici dans l'Hexagone, et qu'il s'agit donc, encore une fois, hein, de la question de l'autonomie des quartiers populaires, l'autonomie politique des quartiers populaires. Bon, on a eu à affronter également la gauche, on a gagné, et donc effectivement, c'est 963 mètres carrés qu'on a réussi à sauver. Mais tu vois, comme les camarades zadistes à Notre-Dame-des-Landes, voilà, sauvent aussi cette terre-là et la donnent à voir comme une alternative. Nous, c'est pareil, on la donne à voir comme une alternative. C'est pas beaucoup, 963 mètres carrés sur le territoire national, mais effectivement, pour une écologie pirate, mais déjà dans la puissance des maires, moi, je défends une autonomie territoriale. Moi, je dis que l'autonomie politique, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. C'est même une expression aujourd'hui qui est très galvaudée, l'autonomie politique. Moi, j'essaie justement d'en faire quelque chose de sérieux, en fait, en l'ancrant dans de la terre et dans du territoire. C'est-à-dire qu'il n'y aura autonomie politique et donc réappropriation du pouvoir politique qu'ancré dans un territoire. Et nous, dans les quartiers populaires, on a besoin de territoire pour pouvoir se défendre, en fait. Et notamment face à cette extrême droite qui pourrait, et c'est de plus en plus probable, prendre le pouvoir bientôt. Et donc oui, c'est comment, en fait, j'ai essayé de donner à voir la manière dont on défend une terre. Voilà, en disant, voilà, cette terre-là, on a voulu nous en chasser, on ne bouge pas d'ici. Et c'est aussi une manière de dire à nos enfants, voilà, il ne faut pas bouger d'ici, en fait. Vous êtes ici chez vous. Ils peuvent monter, descendre, et on ne sortira pas. Et oui, encore une fois, c'est une manière de dire, voilà, l'autonomie territoriale. Il faut l'assumer. Je finis même le livre en posant la question de la sécession. Et je le disais tout à l'heure, la piraterie, voilà, je l'ai appelé pour une écologie pirate. Je me suis dit, je vais quand même faire un truc un peu pirate, quoi. Et donc, oser poser la question de la sécession. Enfin, oser, moi qui suis une femme arabe, musulmane, militante des quartiers populaires. Hein, je sais bien que la question est déjà posée dans le champ politique, mais rarement par des personnes comme moi. Donc là, c'était une manière de dire aussi, voilà, nous, on assume, en fait. Nous, on avance. On n'attend pas la gauche. On n'attend pas la gauche radicale. Le propos est constructif, donc on est ensemble, même si la gauche radicale considère souvent qu'on n'est pas ensemble, mais en tout cas, voilà, ça reste notre camp, mais on avance. Et il est hors de question, il est hors de question de ne pas poser la question de la sécession,
y compris donc avec l'État-nation. Donc notre problème, moi je le dis, le problème des populations non blanches qui vivent en Europe, c'est cet État-nation. En fait, c'est les frontières. C'est ça qu'il faut déglinguer, c'est ça qu'il faut abolir, sont les frontières. Moi, je me situe bien ici, en France, en Europe. L'écologie que je défends, c'est une écologie européenne. Je ne m'invente pas une vie africaine, hein, c'est une écologie européenne. Alors je dis cap au sud, et je dis qu'il faut regarder vers l'Afrique, mais c'est bien un projet européen. Et je pose, oui, la question de l'État-nation, en disant, si aujourd'hui, demain, l'extrême droite prend le pouvoir, alors elle l'a déjà pris en partie, il y a quand même 80 députés voilà, d'extrême droite à l'Assemblée, c'est pas rien, je veux dire, elle a déjà, et elle a ses bras armés, donc la police, l'armée, d'autres institutions qui lui sont déjà pour grande partie acquises. Voilà, dans quelle mesure on est en capacité au moins de dire, c'est pas encore faire, c'est de dire, voilà, nous, des suprémacistes blancs qui gouvernent et qui gèrent nos enfants, c'est hors de question, ça sera sans nous. Après, voilà, il faut réfléchir à comment on se donne les moyens de cette sécession. C'est toute la question de la subsistance, et voilà, et c'est pas chose facile hein, que d'y réfléchir à cette mise en œuvre. Mais voilà, mais je trouve qu'un premier pas, c'est de dire voilà, en tout cas, ça sera sans nous. Le suprémacisme blanc, ce sera sans nous. J'ai une toute dernière petite question. Toi, parfois quand tu parles, j'ai l'impression que tu dis je suis une femme arabe, musulmane, mais tu dis aussi que tu es une femme de gauche. Ouais. Et parfois, tu te situes en extériorité, en fait, par rapport à cette gauche radicale écologiste, radicale et écologiste. Est-ce que tu es vraiment en extériorité ou est-ce que tu es dedans? Oui, alors ça, c'est tout le problème des militants, des intellectuels, des artistes antiracistes, racisés en France. C'est tout le problème. C'est-à-dire que je crois que c'est assez objectif que de dire que la gauche n'a pas de projet antiraciste et anticolonial. Elle n'en a pas. Je veux dire, concrètement, quand tu demandes à la gauche, mais alors c'est quoi le projet antiraciste? En fait, la gauche se contente de dire diversité. Tu vois, mais si, regardez, il y a des Noirs et des Arabes avec nous, c'est bien la preuve qu'on n'est pas raciste. Elle se contente de dire, comme je disais tout à l'heure, bah si, les personnes migrantes, il faut les régulariser, ou alors, voilà, elles sont utiles dans les secteurs d'activité en pénurie. Tu vois, on l'a vu, hein, encore une fois, si on prend ne serait-ce que la dernière année, là, depuis les élections de l'année dernière, il faut soutenir des personnes qui sont menacées d'expulsion, des mosquées qui sont menacées d'être fermées, etc. La gauche, alors tu la trouves pas, elle se cache comme ça derrière les tapis. C'est même pas sous le tapis, et tu as un texte d'Amnesty International où on parle d'apartheid en Palestine, qui pourrait, voilà, quand on parle d'apartheid, en fait, ça ouvre des droits pour les personnes opprimées, pour les Palestiniens. Tu as quand même des députés de gauche qui signent et qui retirent leur signature. Enfin, tu te dis, mais la gauche, elle est en dessous de tout sur les questions antiracistes et anticoloniales, y compris sur des questions assez classiques à gauche. Voilà, là, encore une fois, qui sont devenus classiques, l'islamophobie et la lutte contre l'islamophobie et la lutte pour la libération de la Palestine. Et non, t'as rien. Tu vois, t'as en campagne électorale, mais c'est en campagne électorale, ça vaut pas. Tu vois, en campagne électorale, t'as la police tue, et quand tu regardes dans le détail des programmes politiques, t'as en fait des partis politiques qui demandent plus de moyens pour la police, ou qui demandent une police de proximité, c'est-à-dire qui ne prennent pas la mesure en fait de ce que sont les violences policières et l'ordre policier. Donc tu vois, donc on n'y est pas du tout. Je veux dire, tu vois. Donc c'est pour ça que toi tu te situes à l'extérieur de ça. Ah non, et c'est pour ça que je suis critique. Oui, je suis radicalement critique vis-à-vis de la gauche aussi. Mais ça ne veut pas dire que j'en attends quelque chose. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'en attends quelque chose. Pas grand-chose. Je m'adresse à elle aussi, mais j'en attends pas grand-chose. Je sais qu'il y a quelque chose là de structurel, tu vois, c'est pour ça qu'il ne s'agit même pas de telle ou telle personne. Hein. Moi, j'essaie de parler dans ce que j'écris des 40 dernières années, depuis les années 80 à peu près. Et je trouve là qu'il y a une séquence, en fait, qu'il faut analyser, en prenant de la hauteur, encore une fois, sur les personnes et même sur les partis politiques, en disant la gauche de manière générale, y compris la gauche radicale, en disant la gauche de manière générale a un rapport colonial au quartier populaire. Voilà, c'est ce qu'on peut analyser quand on prend cette séquence de 40 ans, il faut le dire. Voilà, moi je le dis clairement. Voilà, je parle même tu vois, à un moment donné, je dis même que cette gauche a commis vis-à-vis des quartiers populaires depuis donc ces 40 dernières années une faute politique et morale impardonnable. Tu vois, je pense qu'on ne peut pas plus radical dans la critique. Et j'insiste sur la dimension morale également de cette faute. Mais en même temps,
voilà, tu vois, je fais pas, moi, des livres pour dénoncer le rapport de la gauche au quartier populaire. Tu vois, l'essentiel de ce que j'écris, c'est bien une proposition politique assez positive. Tu vois, moi, je parle quand même beaucoup de droit, de liberté. Tu vois, il y a cette liberté de circuler sans condition que je remets au goût du jour, mais dans une perspective écologiste et de lutte contre le dérèglement climatique. Il y a cette histoire de droit d'accueillir. Tu vois, on est chez nous ici en France et en Europe, et ben on a le droit d'accueillir qui on veut, sans condition de revenus, de logement, etc. Il y a cette Méditerranée, espace autonome et hyper sujet. Tu vois, c'est quelque chose de très positif, très très poétique, utopique même. Tu vois, en disant mais il y a déjà en fait des pirates dans la Méditerranée, c'est SOS Méditerranée par exemple. Voilà, il y a déjà une libération en fait de la Méditerranée, cette Méditerranée qui est occupée. Allons sur ce terrain-là et prolongeons ça. Il y a cette ville aux enfants aussi. Tu vois, c'est quelque chose de très positif, de mettre la ville à hauteur d'enfants et au service du jeu des enfants. Tu vois, il y a quelque chose là qui est très positif. Donc voilà, quand tu disais un pied dedans, un pied dehors, oui. Tu vois, mais j'y suis condamnée presque en fait. Moi, je peux pas me sentir super à l'aise à gauche et dans le mouvement écologiste, parce qu'en fait, en réalité, je te dis, il n'y a pas de projet antiraciste et anticolonial. Ce serait hypocrite de ma part. Voilà, voilà, donc je suis bien obligée de dire voilà, il n'y a pas. Mais en même temps, je dis aussi que s'il n'y a pas, on va tous couler quoi. Je veux dire, la gauche coule déjà suffisamment. L'espoir que j'ai, malgré tout, c'est de dire je vois pas trop comment l'écologie va s'en sortir, l'écologie à gauche, parce que malheureusement elle se développe aussi à droite et l'extrême droite. Je vois pas trop comment elle va s'en sortir sans perspective internationaliste. Tu vois, moi, ça, vraiment, je me dis les années prochaines, c'est soit la gauche va disparaître, et notamment le projet écologiste va disparaître, soit voilà, elle aura été forcée, bon gré mal gré, de prendre la mesure en fait de la nécessité en fait d'avoir un projet internationaliste. C'est l'espoir que j'ai. Je me dis que nous en plus on existe maintenant, on a un espace autonome. Voilà, on n'attend pas la gauche, on avance malgré la gauche en fait, en réalité. Et j'ai bon espoir que voilà cet espace autonome grandisse et que voilà et que encore une structure, un espace à part. De fait, voilà, c'est-à-dire qu'un rapport de force est là. Et que de ce rapport de force, en fait, à gauche, voilà, naît une écologie un peu à la hauteur, quoi. C'est-à-dire, encore une fois, antiraciste et internationaliste, et une écologie sérieuse, quoi. Pas juste pour décorer, pas juste pour dire, tu vois, à l'occasion de tweets et encore une fois à l'occasion de campagne électorale, on est antiraciste, on est ceci, on est cela, alors qu'en réalité, le projet ne suit pas. Là, je me dis que de toute façon, on n'aura pas le choix et qu'avec, encore une fois, un Macron qui est au top de sa forme et l'extrême droite qui ne fait que monter, je veux dire, c'est soit ça, soit on va tous crever. Et donc, voilà. Je compte aussi sur la bonne intelligence des uns et des autres pour qu'on s'en sorte par le haut. Et tous et toutes. Merci beaucoup, Fatima. Merci à toi.